Bienvenue dans le débat consacré à la situation en Géorgie alors que le Parlement a adopté en troisième lecture un projet de loi sur l'influence étrangère et cela malgré l'opposition de la jeunesse géorgienne qui manifeste dans les rues de Tbilissi depuis 30 jours. La Géorgie s'apprête-t-elle à basculer dans le giron de Moscou? Le choix de l'Europe ou de la Russie, est-ce cela finalement l'enjeu du vote du texte sur l'influence étrangère? Quel est l'impact de la guerre en Ukraine? Comment réagissent les Européens? La démocratie géorgienne est-elle menacée alors que des élections législatives ont lieu dans quelques mois? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Tornike Gordadze. Bonsoir. Merci d'être avec nous, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors. Vous êtes également ancien ministre géorgien de 2010 à 2012. Bienvenue. Nous avons avec nous ce soir Jean de Glignasti. Bonsoir. Directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie, auteur de La France, une diplomatie déboussolée. Bienvenue. Nous avons avec nous ce soir Charles Hurievitch. Bonsoir. Professeur émérite à l'INALCO, historien spécialiste de la Russie et du Caucase. Bienvenue à vous. Nous avons également par Skype Nona Mamoulashvili. Bonsoir. Vous êtes une ancienne députée géorgienne du parti Mouvement National Uni, cofondatrice d'une plateforme de la société civile Gamziri. Bonsoir à vous. Bienvenue. Et puis nous avons avec nous tout au long de cette émission notre correspondant à Tbilissi, Régis Janté. Bonsoir Régis, correspondant donc France 24, co-auteur de Volodymyr Zelensky dans la tête d'un héros. C'est chez Robert Laffont. Avant de démarrer cette discussion, on va revenir justement sur le vote de cette loi. Cette loi donc, qui qualifie une ONG ou une organisation médiatique qui reçoit plus de 20% de son financement de l'étranger. Elle doit s'enregistrer justement avec cette loi comme agent d'influence étrangère. Les députés aujourd'hui ont voté cette loi à 84 voix pour, 30 voix contre. C'est un projet de loi controversé puisque des manifestations, essentiellement des jeunes, sont postées toujours en ce moment d'ailleurs devant le Parlement. Je vous propose de faire un point en images avec Florent Rodeau. C'est le symbole d'une Géorgie sous tension, aujourd'hui à la croisée des chemins. Coup de poing, jet de livres, au sein du Parlement à Tbilissi, une violente bagarre éclate. D'un côté, les députés favorables à la loi sur l'influence étrangère, copier-coller d'une loi russe, adoptée ce mardi. Chère jeunesse, rien ni personne ne peut arrêter le développement de notre pays. Désormais, les ONG et les partis politiques ne pourront plus être financés à plus de 20% par l'étranger, un moyen détourné pour le gouvernement pro-russe de limiter la liberté d'expression. Face à lui, les anti-minoritaires au Parlement. Je tiens à saluer les dizaines de milliers de citoyens géorgiens libres, honorables et patriotes qui, ces derniers jours, ont défendu sans relâche et dans un but commun, l'indépendance de la Géorgie, le choix national de la Géorgie et l'avenir européen de la Géorgie. Des députés pro-européens qui peuvent compter sur le soutien des manifestants à l'extérieur, mobilisés depuis un mois, malgré la répression policière. C'est une loi imposée par la Russie qui nous empêchera de rejoindre l'Union européenne. La seule chose que nous puissions faire actuellement, c'est protester et nous assurer qu'à long terme, ils ne gagneront pas. Ces Géorgiens en ont bien conscience. Le moment est historique pour l'ancienne République soviétique du Caucase, en train de s'éloigner de l'Union européenne, à laquelle elle est officiellement candidate depuis décembre 2023. L'UE n'a d'ailleurs pas tardé à réagir. Selon elle, le texte voté ce mardi est pour la Géorgie un grave obstacle dans sa perspective européenne. Allez, on va revoir tout de suite ces images en direct devant le Parlement où se trouvent donc des jeunes qui continuent de manifester, donc malgré l'adoption en troisième lecture de cette loi. Régis, je commence par vous. Vous suivez cette contestation depuis les 30 jours, puisqu'elle dure depuis 30 jours. Vous étiez avec eux il y a quelques minutes. On a vu des arrestations, une police habillée de noir, des arrestations musclées. Est-ce qu'il y a eu des affrontements? Comment ça s'est passé aujourd'hui? Non, pas véritablement, mais juste après l'adoption du texte, au milieu d'après-midi,
on a vu tout de suite la tension monter et les manifestants vraiment se montrer déterminés, dire non à cette loi. Pour la première fois, par exemple, on a entendu, ça fait 30 jours que ça a commencé, comme vous l'avez dit, pour la première fois, on a entendu des slogans appelant à la démission du gouvernement. Jusqu'à présent, ce n'était pas quelque chose qu'on avait entendu. On s'est aussi attaqué aux plaques métalliques qui avaient été posées par les forces de l'ordre sous les colonnades du Parlement. On les a démantelées, on les a retirées. Et là, il y a eu un moment de tension, effectivement, avec la police. Une police, d'ailleurs, qui était assez, me dit-on, vraiment pour les gens qui étaient au premier rang, assez modérée en réalité et presque gênée de se trouver là. Donc, il y a eu un face-à-face pendant un moment comme ça. Et puis, pour le moment, ça fait ensuite, les manifestants ont été chassés de l'avenue Roustavéli et ils ont pu revenir et ils se trouvent actuellement devant le Parlement. Tornike Gordadze, je vous vois opiner, vous n'êtes pas d'accord avec notre correspondant, ce qu'il a vu, il était sur place. Oui, mais moi je reçois des images des militants ou des leaders des ONG avec le visage tuméfié. Je peux vous montrer les images de David Katsarava, par exemple, on a vu les images de son arrestation. Il n'était même pas en train de s'affronter avec la police. Il a été sorti des rangs des manifestants, sévèrement battu. Et ces derniers jours, on a vu des dizaines de personnes, membres de l'opposition ou militants des organisations non gouvernementales, attendus devant leur domicile, attaqués par les gens masqués, cagoulés. On a vu des milliers de personnes recevoir des menaces au téléphone, des menaces sur leur vie, sur la vie de leurs proches. Donc, on ne peut pas vraiment parler de la modération de la police. Régis, je pense que tu peux confirmer les actions du... Régis ? Oui, non, évidemment, c'est pas ce que je voulais dire. Et effectivement, bien sûr, et j'ai raconté plusieurs fois à l'antenne et dans mes papiers du Figaro ce que Tornike vient de rappeler. Ce que je veux dire, ce que je voulais souligner à travers ça, c'est qu'effectivement, on sent que dans les rangs de la police, celle qui se trouvait cet après-midi face aux manifestants, on sentait de l'hésitation. Et c'est peut-être la première fois qu'on le ressent. Je ne me suis pas assez bien exprimé. Mais effectivement, et on a vu ce visage tuméfié de cet activiste cet après-midi, et tout ce que Tornike raconte, on le raconte depuis plusieurs jours à l'antenne. Mais je pense que je faisais aussi référence, je n'ai pas eu le temps de l'expliquer, à un certain nombre de mes sources qui montrent qu'il y a aussi des doutes qui commencent à s'exprimer du fait de l'importance du mouvement que l'on rencontre dans la rue, des doutes qui s'expriment, y compris dans les rangs de la police et dans les rangs du pouvoir également. Voilà, et on voit ces images derrière vous, pendant que vous parlez, Régis, de cette police cagoulée. Alors pourquoi est-elle cagoulée d'ailleurs ? C'est une question... Je pense qu'ils ne veulent pas être reconnus, tout simplement. Ils savent que ce qu'ils commettent, c'est contre la loi. Ils ont peur peut-être de plus tard d'être jugés, je ne sais pas. Ils servent un régime, ils ne servent pas leur pays. Ils sont nombreux et cette jeunesse est plus nombreuse encore. Charles Orjevitch, puisque vous êtes l'historien de ce plateau, pour redonner un peu de contexte, cette loi, est-ce qu'on peut dire que c'est une loi Poutine, comme le disent les manifestants, comme le dit cette jeunesse, qui favorise finalement Moscou? C'est une loi inspirée par la Russie de Poutine. C'est une évidence. Je pense que la jeunesse géorgienne aujourd'hui, cette jeunesse estudiantine en particulier, est particulièrement remontée contre tout ce qui peut la bloquer, l'empêcher de rejoindre l'Europe. Et je pense que c'est une Europe à la fois mythique, mais aussi réelle. Beaucoup de ces jeunes, beaucoup de leurs parents, de leurs amis, sont allés en Europe. La Géorgie, depuis déjà un certain nombre d'années, les Géorgiens ont la possibilité de voyager en Europe, et c'est un fait tout à fait essentiel. Donc, et cette loi, c'est une anti-Europe, c'est une loi anti-européenne. Oui, il faut l'expliquer, ça. Je pense qu'elle est ouvertement anti-européenne. Le discours qui est tenu par les autorités est ouvertement anti-européen. Je dirais, pour moi, il est anti-humaniste, il est antidémocratique. C'est quelque chose d'absolument effrayant. Les déclarations d'un certain nombre de responsables géorgiens vous laissent pantois, tout simplement. On ne va pas les reprendre ici, parce qu'on n'en a pas le temps. Mais si, donne un exemple. Mais c'est aussi une jeunesse qui a extraordinairement évolué par rapport à ce que nous avons connu. C'est une autre Géorgie qui est dans la rue. C'est une autre Géorgie qui manifeste et qui exprime ce besoin d'Europe
qui est quelque chose de très très puissant, je crois. Vous vouliez prendre la parole rapidement? Non, mais là, un exemple, par exemple, les autorités, le milliardaire Bidzina Ivanishvili lui-même, essayent de persuader la société géorgienne qu'il y a une partie globale de la guerre, où sont l'Union européenne, où se rassemblent l'Union européenne, les États-Unis et les agents, donc les ONG et l'opposition démocratique à ce régime, qui n'ont qu'un objectif, c'est d'impliquer la Géorgie dans la guerre russo-ukrainienne pour ouvrir un second front contre la Russie. Et c'est quelque chose que le gouvernement, c'est la grille de lecture que le gouvernement propose maintenant, surtout depuis le début de la guerre d'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. On va y revenir. Nona Mamoulashvili, je voulais vous faire intervenir. Votre réaction, vous, à ce vote, parce qu'il faut quand même réexpliquer que ça fait un moment, hein, donc c'est la 3e lecture, et donc là, elle a été adoptée, cette loi sur l'influence étrangère. Votre réaction, est-ce qu'effectivement la Géorgie choisit la Russie plutôt que l'Europe avec cette loi? Non, c'est pas la Géorgie qui choisit l'Europe. Nous, dans la Constitution, les peuples géorgiens, ils ont bien mis qu'ils voient la Géorgie aller vers l'Europe et la voie atlantique. Par contre, le gouvernement qui fait le coup anticonstitutionnel contre leur peuple même, elle montre qu'elle joue, elle agit contre son propre peuple. Et ce qu'on a vu, en fait, c'était pas une surprise. Déjà de l'année dernière, quand on a vu qu'ils sont venus avec cette loi-ci, ils nous ont promis à la population de ne jamais revenir, de ne jamais reprendre cette loi. Et d'un coup, on a vu il y a un mois qu'ils ont revenu avec cette loi et ils ont dit que c'était absolument nécessaire de l'introduire maintenant. Mais pourquoi, Nona Mamoulashvili, pourquoi sont-ils revenus à la charge alors qu'ils ont vu qu'il y avait cette opposition de la jeunesse, que ça fait 12 ans qu'ils sont au pouvoir, ce parti, et soudainement, ils ressortent cette loi, ils la passent quasiment en force aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est les élections qui arrivent en octobre. Du coup, ils veulent taire toutes les voix opposantes ou les critiques. Et la deuxième, c'est symbolique parce que la Russie, elle veut montrer qu'avec cette loi-ci, elle dirige la Géorgie. C'est elle qui est maintenant en Géorgie. C'est un symbole pour montrer aux pays européens et aux États-Unis que maintenant, c'est le territoire géorgien. Aussi, l'Arménie va être impliquée parce qu'on voit qu'en même temps, en Arménie, il y a aussi les manifestants. Ça veut dire que la Russie, elle essaye de reprendre le Caucase en disant, voilà, ça, c'est le territoire que moi, je veux contrôler. Jean-Luc Lignassi, une réaction peut-être par rapport à ce que vient de dire Nona Mamoulashvili. En fait, la Russie, c'est aussi un calcul russe, finalement? Alors, dans l'esprit des Russes, d'abord, ils ont un souvenir, c'est que la première révolution de couleur, vous savez que Poutine utilise le terme révolution de couleur pour dire toutes ces révolutions par lesquelles les sociétés civiles renversent des pouvoirs proches de la Russie. Donc c'est Maïdan, par exemple. Maïdan. Et donc c'est une sorte d'épouvantail pour les Russes. Donc la première révolution de couleur, c'était 2003, la révolution des roses en Géorgie. La deuxième, c'était la révolution orange. Et la troisième, c'était en fait en Kirghizie, la révolution des tulipes. Et il est intéressant de constater que l'Ukraine, est en guerre avec la Russie. Cette loi est imposée, en tout cas votée sous pression russe, évidemment, en Géorgie, et que la même loi a été prise en Kirghizie. Et que la première chose qu'a fait Poutine quand il est revenu au pouvoir en 2012, c'est de faire voter cette fameuse loi sur, effectivement, les agents de l'étranger, parce qu'il avait été tétanisé par les grandes manifestations de Moscou en 2011 et 2012. Il y avait des bannières LGBT, etc., etc. Donc, il considère que les révolutions de couleur sont dues à l'action des services étrangers ou de l'argent étranger dans les ONG protectrices des droits de l'homme dans chaque pays. Et donc, évidemment, la Géorgie est particulièrement ciblée puisque ça a été la première révolution de couleur. On va écouter le Premier ministre géorgien, d'ailleurs, c'était hier. Si nous acceptons les directives venant de l'extérieur, non argumentatives et fausses, nous nous retrouverons à l'avenir sous pression pour ne pas adopter la loi sur les valeurs familiales, la légalisation homosexuelle, la légalisation des drogues et de l'immigration incontrôlée qui prennent activement pied dans divers pays. Régis, on l'entend, donc c'est un discours très conservateur, pas forcément pro-russe, enfin en tout cas ce qu'on entend là, mais en tout cas proche des valeurs de l'Église orthodoxe, anti-LGBT. C'est ça aujourd'hui le rêve géorgien. Est-ce que ça fait mouche quand même dans le pays, ce discours ? D'abord, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il prétend, c'est la manière de présenter son discours. En réalité, c'est la manière précisément d'être pro-russe. C'est exactement une reprise presque mot pour l'essentiel
discours russe sur la question des soi-disant valeurs traditionnelles, par exemple. Et en fait, c'est un vieux discours russe, celui sur la décadence européenne, etc. C'est quelque chose qui remonte au moins au 19e siècle. Donc ça, c'est une manière en fait, de s'aligner complètement sur la Russie, sous couvert, effectivement, de nationalisme, d'être simplement soucieux de l'intérêt de la Géorgie, d'où d'ailleurs le nom du parti qui s'appelle le Rêve géorgien. Mais en réalité, c'est vraiment un alignement sur Moscou. Et comme la population, dit-on, dans les sondages, je lis les mêmes à peu près depuis 20 ans, à 80-85% rêve d'Europe, rêve que le pays devienne membre de l'Union européenne, le pouvoir ne peut pas s'opposer directement, ce pouvoir-là ne peut pas s'opposer directement à cela, parce que ça serait très risqué, il se ferait renverser. Et donc, il passe par les valeurs en essayant de s'appuyer sur les segments conservateurs, traditionnalistes du pays pour en fait affaiblir le soutien ou le désir d'Europe à l'intérieur du pays. Donc c'est un peu difficile effectivement à comprendre, mais ça fonctionne vraiment de cette façon-là. Autrement, ça ne marcherait pas. Est-ce que ce discours fonctionne dans le pays? Plutôt oui, les sondages qui ne sont pas publiés, mais auxquels j'ai pu voir accès ces derniers jours montre, disons, la propagande, la communication du gouvernement depuis 2 ans, qui est axée sur ce dont on vient de parler, l'Europe qui serait décadente, qui voudrait détruire la culture géorgienne à travers, par exemple, la question homosexuelle. Et puis l'autre pilier de cette propagande, de cette communication, c'est l'idée que l'Occident, et notamment l'Europe et les États-Unis, voudraient ouvrir un second front de la guerre en Ukraine, en Géorgie. Ce qui est évidemment faux. On sait combien l'Occident a déjà de la peine à soutenir l'Ukraine, mais c'est une manière de montrer que l'Occident est mauvais. Donc vous voyez, c'est la manière dont cela est fait. Et ça fonctionne plutôt dans l'opinion, même si les gens qui sont actuellement pour la loi, par exemple, sont bien moins nombreux que ceux qui sont contre la loi. Intéressant, Tornique Cordazé, mais effectivement difficile de comprendre ce discours conservateur, donc, parce que d'abord, encore une fois, ce parti est au pouvoir depuis 12 ans, donc c'est ce qu'il faut essayer d'expliquer aux téléspectateurs. Donc ils ont accepté finalement une adhésion potentielle de la Géorgie à l'Union européenne, puisqu'elle a été acceptée, ça date de fin 2003. Ils ont aussi accepté une éventuelle entrée dans l'OTAN, puisqu'on parle, il y a des discussions justement avec l'OTAN et la Géorgie. C'est ce même parti au pouvoir, donc depuis 12 ans, qui tout d'un coup veut mettre en place cette loi et qui donc a ce discours de propagande russe. Est-ce que c'est une volte-face à laquelle on assiste? Il faut revenir aussi sur la spécificité de ce parti, le Rêve géorgien. C'est un parti qui a été au départ socialiste, en tout cas prétendait être de gauche et faisait partie du Parti socialiste européen. Ensuite, ils sont sortis, ils étaient sur le point d'être exclus, donc ils sont sortis et ils ont rejoint l'extrême droite. Maintenant, ils sont alliés en Europe avec le parti de Fidesz de Viktor Orban. Donc c'est un parti qui n'a pas d'idéologie clairement. C'est un parti qui sert les intérêts de Bidzina Ivanishvili, un milliardaire dont l'objectif final, c'est de sauvegarder son argent et sa sécurité personnelle. Ce n'est pas un parti nationaliste non plus, parce que si c'était un parti nationaliste, 20% du territoire géorgien est occupé par la Russie, et ce n'est pas la Russie qui est leur cible, mais c'est bien l'Occident. Donc c'est un parti qui joue avec des grandes théories ou des grandes idéologies pour finalement servir les intérêts d'un seul pays. Et qui est sous pression russe aujourd'hui, sous pression de Poutine. Sous pression russe, évidemment, mais la Géorgie et ce parti Rêve géorgien a pendant longtemps avancé masqué, parce qu'ils savent justement ce que disait Régis Chanté, 80% de la population est pro-européenne, ils ne pouvaient pas affronter directement l'Europe, mais aujourd'hui, c'est le moment fatidique où ils ont fait tomber leur masque pour montrer leur véritable visage. Pour moi, ils ont toujours été anti-européens, anti-occidentaux, sauf que pour des raisons de politique intérieure, ils voulaient entretenir cette ambiguïté, tout comme Yanukovych jusqu'à la fin 2013, début 2014 en Ukraine. Mais alors justement, Charles Yurevitch, est-ce qu'il y a un hiatus vraiment entre cette population? Est-ce que c'est la jeunesse? Est-ce que c'est est-ce que c'est générationnel, une génération des jeunes qui veulent l'Europe et des plus vieux qui accepteraient cette forme de conservatisme pro-poutinien? Ou est-ce que c'est plus complexe que cela? Est-ce qu'ils ont effectivement un socle qui les soutient? Je pense que c'est effectivement beaucoup plus complexe que cela. Bon, effectivement, d'un côté, cette jeunesse qu'on a déjà évoquée et qu'on voit chaque jour sur les images télévisées. Le reste du pays, mais un pays qui est pétri de contradictions, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, des conservatismes qui se sont conservés,
des conservatismes qui sont entretenus par le pouvoir, des peurs qui sont entretenues par le pouvoir. Et puis 2008 tout de même, la Russie qui a envahi une partie de la Géorgie et qui aujourd'hui occupe 20% du territoire. Absolument. Donc cette occupation russe, elle a traumatisé la population géorgienne ou est-ce que... Cette population est traumatisée. Il y a en Géorgie des centaines de milliers de citoyens qui sont traumatisés, dans les familles sont traumatisées. Ces familles d'Abkhazie en 92-93, chassés, quelques centaines de milliers de Géorgiens chassés d'Abkhazie en 93. Ces Géorgiens traumatisés par la guerre de 2008 également, et ces Géorgiens tétanisés par le danger russe. Je crois que lorsqu'on a ce grand voisin du Nord qui commet les atrocités qu'on peut observer en Ukraine, lorsqu'on est Géorgien, une petite nation de 3,5 millions d'habitants, on a de quoi être très inquiet. Donc, et cette inquiétude génère des attitudes différentes. Je pense qu'il y a des attitudes très contradictoires. Je crois que d'un côté, je souscris tout à fait à ce que rappelait Régis Janté tout à l'heure, 80% des Géorgiens veulent l'Europe. Je crois que c'est quelque chose d'absolument essentiel. D'un autre côté, une partie de cette population reste encore corsetée par des traditions, par des peurs, qui sont entretenues de manière absolument effroyable par le pouvoir. Kobakhidze tient des discours qu'on ose imaginer. Par exemple, en Europe occidentale, des militants LGBT visitent les écoles, y compris les maternelles, pour proposer aux enfants de faire le choix de leur sexe. C'est le discours du pouvoir. Un mot, Nona Mamoulashvili, j'aimerais aussi qu'elle intervienne. Est-ce que la guerre en Ukraine, cette invasion russe et cette guerre en Ukraine, est-ce qu'elle a un impact en particulier aujourd'hui sur la situation en Géorgie ? En fait, ce n'est pas la guerre de 2008. Vos invités ont parlé de la guerre de 2008 qui a traumatisé les Géorgiens. Oui, ça nous a traumatisés, mais c'est aussi la réponse européenne qui nous a traumatisés. Parce que la réponse européenne était concernée ou très concernée. Et finalement, la réelle politique ou le pragmatisme, elle a pris la précédence. Et puis, malheureusement, on a vu que la Russie, elle a compris qu'elle peut continuer envahir les pays et de ne pas être punis. Du coup, en 2014, Poutine a fait la même chose et il n'avait pas de réponse. L'Europe ou les États-Unis, ils ont continué avec concerne ou plein de concerns, de continuer à travailler avec la Russie. Et puis, on a vu 2022. Et du coup, c'est ça qui nous a traumatisés parce que c'est pas que la guerre, parce que nous, on connaît la Russie. Ça fait 200 ans qu'on est en guerre avec la Russie. On essaie de se débarrasser de cet empire. Mais par contre, on attendait beaucoup plus de réponses de l'Union européenne. Et même maintenant, ça fait 3 jours. Et au bout de 3 jours, il a la réponse de la dirigeante de l'Union européenne qui est venue. Pas tout de suite, après 3 jours. Et donc, vous l'attendiez auparavant. Vous vouliez une réaction Non, moi je voulais un peu appuyer ce que vous avez dit, monsieur. Je pense que sur les 85% de Géorgiens qui sont pour l'Europe, 85% en fait au dernier sondage, vous en avez à peu près la moitié qui ont été traumatisés par l'attitude antérieure, mais dans toute l'histoire géorgienne. Les Géorgiens avaient envoyé des délégations auprès du roi de France pour obtenir un soutien contre les Ottomans, contre les Perses, etc. Et à chaque fois, la réponse a été 0. Et en 2008, les mauvaises langues disent que certains avaient soufflé dans l'oreille de M. Saakashvili l'idée qu'il aurait un soutien occidental, et le soutien a été 0. Donc quand on vit d'un gros puis à côté d'un grand Pourquoi finalement l'Occident délaisse-t-il la Géorgie ou l'Europe délaisse-t-elle la Géorgie? Loin, qu'on est d'accord sur le plan économique, sur le plan idéologique, mais on ne va pas engager des soldats en Géorgie face à la Russie. On hésite à le faire en Ukraine, qui est beaucoup plus proche. Donc une partie, c'est dans la sagesse de la nation, il y a une partie des Géorgiens qui savent qu'ils ne peuvent compter que sur leurs propres forces et que donc il faut s'accommoder avec un voisin aussi pénible et dur soit-il. Alors, ce qu'il y a, c'est que l'Union européenne est tout de même très critique de ce texte. Parce qu'elle a accordé le statut de candidat officiel donc, à la Géorgie, en lui demandant de mener des réformes et d'accroître notamment la liberté de la presse. Il y a 12 ministres des Affaires étrangères de l'Union qui ont donc adressé une lettre au chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, hier. Et on va écouter la réaction de l'ambassadeur de l'Union européenne en Géorgie.
Nous sommes prêts, nous sommes ouverts également, nous voulons accélérer les choses. D'ailleurs, il ne s'agit pas seulement de ce projet de loi qui est un obstacle très sérieux, mais aussi de la mise en œuvre par la Géorgie des réformes nécessaires. Lorsque le statut de candidat a été accordé à la Géorgie à la fin de l'année dernière, nous avons identifié ce que l'on appelle les 9 étapes, des réformes très claires que la Géorgie doit mettre en œuvre. Nous espérons donc sincèrement que ce projet de loi dans sa forme actuelle sera abandonné et que dans le même temps, la Géorgie redoublera ou triplera d'efforts pour mettre en œuvre ces réformes nécessaires. Et ici, en tant qu'Union européenne, nous soutiendrons, nous aiderons, nous conseillerons autant que possible afin de nous assurer que la Géorgie progresse sur la voie de l'Europe. Tornike Gordadze. Donc voilà la réaction de l'ambassadeur de l'Union européenne. Donc il dit bien que c'est un peu la loi ou l'Europe, c'est un peu ça. C'est surtout que depuis longtemps, avant même que la loi soit adoptée, en première, deuxième, troisième lecture, l'Union européenne était unanime, prévenait le gouvernement géorgien en disant c'est en totale contradiction, c'est une opposition totale à tout processus d'intégration européenne. Vous n'aurez jamais le début des négociations si vous adoptez cette loi, et il peut même y avoir un retour sur un certain nombre d'acquis. Le gouvernement géorgien a fait exactement l'inverse, et on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il s'agit d'un véritable sabotage. En décembre 2023, la Géorgie a eu ce statut de candidat, alors que le gouvernement géorgien ne le méritait pas clairement, parce qu'il était déjà sur une pente extrêmement dangereuse, notamment en termes de répression, de pression sur l'opposition. Donc l'Union européenne a ouvert la porte. L'Union européenne a ouvert la porte, et c'était un choix géopolitique provoqué avant tout grâce, entre guillemets, à la guerre en Ukraine, où l'Union européenne a compris que c'était une partie du monde où se décidait aussi son avenir et sa sécurité. Donc la Géorgie, l'Union européenne a ouvert la porte au peuple géorgien avant tout, qui est en grande majorité pro-européen, et puis en espérant que le gouvernement allait être un petit peu tenu par ce geste favorable. Il s'est passé exactement l'inverse. Le gouvernement a profité de ce statut en disant « nous avions raison d'être comme nous sommes, et on va continuer, et cette fois avec le statut de candidat ». Ce gouvernement ne cherche absolument pas l'adhésion à l'Union européenne, il a cherché à instrumentaliser le statut de candidat contre les forces les plus pro-européennes. C'est ça le paradoxe. Régis, est-ce que vous avez l'impression que là, ça a un sérieux revers justement à cette candidature à l'Union européenne de la Géorgie, c'est l'adoption de cette loi ? Oui, absolument. Je crois même qu'elle est faite exactement pour cela. On revient à ce point absolument essentiel d'une opinion qui à 85% se dit pro-européenne, même si on peut mettre divers désirs derrière ces 85%, mais il n'empêche que c'est un vrai désir d'Europe, très fort, très enraciné dans l'histoire du pays, et que donc le pouvoir ne peut pas dire lui-même « je renonce à l'Europe ». Et donc, il adopte des lois sous prétexte de défense de la souveraineté nationale pour le rejet. Dans les 9 points qui étaient évoqués par l'ambassadeur de l'Union européenne ici, à Tbilissi, il y a notamment le 7e, je crois, qui dit que la société civile être davantage associée aux décisions politiques pour que il y ait plus de consensus social et cette loi va exactement à l'inverse, dans le sens inverse, puisque précisément il s'agira de dire que toutes les grandes organisations et les petites aussi d'ailleurs de la société civile seront des agents de l'étranger. Donc c'est le meilleur moyen de ne pas les associer. Donc c'était vraiment un outil, cette loi, pour d'abord faire en sorte que ce soit l'Europe qui dise non à la Géorgie. Charles Hurrievich, donc cette loi a été adoptée en troisième lecture. Il peut y avoir un veto de la présidente qui a dit qu'elle était pour l'Union européenne et qu'elle mettrait son veto. Mais même si elle met son veto, donc Salomé Zourabichvili, le gouvernement peut passer outre. On en est là, en fait, dans le calendrier. Absolument. Le pouvoir de la présidente est très, très limité. Très, très limité. Si vous permettez, là, je viens d'apercevoir sur une image des manifestations de Tbilissi et le drapeau de la Première République, qui a un peu disparu du paysage géorgien depuis 2007 ou 2008. Et pourquoi ce drapeau ? C'est le drapeau de la Première République, brandi par ces jeunes. Il y a le drapeau de l'Union européenne aussi. Il y a un drapeau géorgien actuel. Non, c'est tout simplement pour revenir à cette Première République qui a duré de 1918 à 1921 et qui avait marqué de manière extrêmement forte son ancrage européen. Ces responsables étaient
des militants socialistes, pour la plupart, qui étaient passés à Paris, à Berlin, qui parlaient nos langues et qui étaient profondément européens. Je crois que c'est une tradition extrêmement forte en Géorgie. M. Glinesti a rappelé que dès le XVIIIe siècle, le XVIIe siècle, même les Géorgiens tendaient la main à l'Europe, qui, bien entendu, se tenait très à l'écart pour des raisons très différentes d'aujourd'hui. Mais je pense que vraiment, cette soif d'Europe est quelque chose qu'il faut vraiment répéter et comprendre pour saisir ce qui se passe chaque jour à Tbilissi. Mais cette soif d'Europe, également en province. Jean Glinesti, avec ce qui se passe aujourd'hui, elle va être réprimée alors. Ça dépend un peu de l'Europe, parce que si l'Europe ça dépend vraiment de l'Europe. Oui, parce que moi je pense que si l'Europe tombe dans le piège qui lui est tendu, elle va dire c'est fini, il n'y a plus de candidature géorgienne. Alors ça, c'est vraiment ce piège tendu par qui? Par donc le parti du rêve géorgien, par Poutine? Oui, par le pouvoir. Enfin, en tout cas, ceux qui sont opposés à un rapprochement à l'Europe. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il n'y ait pas des nuances à l'intérieur même du rêve géorgien sur cette question. Donc, il y a 12 États membres de l'Union européenne qui ont déjà demandé à ce qu'on mette fin à la candidature géorgienne, ce qui est évidemment une erreur totale. Et c'est d'autant plus une erreur que cette loi sera sans doute appliquée à la méthode russe, c'est-à-dire, vous savez, la loi russe, en 2012, c'était uniquement contre les ONG. Puis en 2017, ça a été étendu aux médias. Et puis en 2021, ça a été étendu aux individus. Alors quand un individu est catalogué agent d'étranger, c'est le début des malheurs. C'est la dérive autoritaire, en fait. Donc la dérive est probable. Mais pour l'instant, il s'agit uniquement de s'enregistrer comme pays, ce que les Russes avaient dit d'ailleurs en 2012. Il s'agit uniquement de s'enregistrer comme recevant de l'argent de l'étranger et donc soumis à influence extérieure. Donc, disons, c'est le début de la dérive et ça... on peut continuer à négocier. En tout cas, il me semble, et en tout cas, le pire pour les Géorgiens, ça serait que l'Union européenne coupe les cordons au nom de cette loi. Il y a d'autres éléments, il y a 9 conditions en effet, et à mon sens, on doit continuer à discuter. Oui, vous vouliez réagir. L'Europe doit continuer à discuter. Non, mais l'Europe, de toute façon, ne va pas fermer la porte à la Géorgie. Ça serait idiot de fermer la porte à un pays qui qui est le pays le plus pro-européen de la région. Mais par contre, avec le gouvernement géorgien, il faut un dialogue de fermeté, parce que ce que fait le gouvernement géorgien, c'est aussi de jouer aux enchères. Mais dialogue de fermeté, ça voudrait dire quoi? Des sanctions, par exemple, de l'Union européenne contre la Géorgie? Qui concerneraient notamment les gens qui sont impliqués dans l'organisation des violences contre les manifestants. Parce que parmi eux, il y a aussi les députés, il y a des hauts fonctionnaires qui sont directement impliqués dans l'organisation de cette répression, notamment dans ce qu'on a vu ces derniers jours. Donc, il serait contraire aux lois européennes, ça vous veut dire Par contre, le vote contre une loi européenne ne peut pas être l'objet de sanctions contre un député qui a voté. Mais par contre, il peut y avoir beaucoup d'annonces si la population géorgienne attend vraiment des réactions, des gestes extrêmement clairs de la part des Européens. Cette ambiguïté où on va continuer à discuter, Ivanishvili, à chaque fois, il est gagnant dans cette ambiguïté. C'est qu'on a fait ça pendant des années avec Poutine, cette ambiguïté, avec Yanukovych, même avec Loukachenko, on l'a fait jusqu'au moment où il a tiré sur les gens. Alors pour éviter ce que ce gouvernement géorgien tire sur les gens, il faut être extrêmement clair et essayer de désamorcer cette crise qui s'annonce. Et je pense que les Européens ont beaucoup de moyens de pression, notamment sur M. Ivanishvili, dont la moitié au moins de ces plusieurs milliards sont en Europe. Oui, alors Nona Mamouelashvili, vous êtes d'accord, vous, il faudrait qu'il y ait une pression exercée par l'Union européenne, mais elle parlerait aussi d'ingérence, l'Union européenne. C'est ça aussi le problème. Tout à fait, je suis absolument d'accord avec Torniquet. C'est la seule chose que l'Union européenne et les États-Unis peuvent faire maintenant, parce que continuer à parler, ça veut dire de prolonger ce régime, et ce régime, elle va se renforcer, on va avoir la deuxième Biélorussie. Pour l'instant, tout ce qu'on attend, tout ce que ces gens qui sont dans la rue, nous, on fait ce qu'on peut à l'intérieur, mais par contre, il nous faut que nos partenaires en Europe et aux États-Unis, ils utilisent les instruments qu'ils ont. Ça, c'est les sanctions. Parce que la moitié des enfants et des familles de ces gens-là qui ont justement voté pour cette loi, ils sont en Europe ou aux États-Unis. Et d'un côté, ils veulent que la Géorgie elle va vers la Russie, mais par contre, ils veulent avoir tous les privilèges des voyages, de la vie confortable à l'Union européenne aux États-Unis.
Voilà, la seule chose qu'ils comprennent, c'est comme Poutine, c'est le pouvoir. Le pouvoir, ça veut dire les sanctions. On n'attend pas les soldats sur notre sol, on va faire ce qu'on peut et on va éviter à toute façon avoir la guerre. On va faire tout ce qu'on peut, mais par contre, les instruments que l'Union européenne est là, c'est les sanctions. Terminé pour justement, Jean de Glignasty, vous qui êtes diplomate, il y a des instruments véritablement de l'Union européenne. Elle peut faire pression avec des sanctions lorsqu'il s'agit d'un régime interne dans un pays. Ça serait une grande première de voir un pays sous sanctions continuer à être candidat. Donc, à partir du moment où la candidature est maintenue, je pense qu'on évitera de prendre des sanctions, parce que ça s'est jamais vu, sauf peut-être quelques sanctions individuelles. Mais ce que je voudrais dire, c'est que de toute façon, l'agenda, comme on dit, l'ordre du jour de l'Europe, des États-Unis, etc., est entièrement braqué sur l'Ukraine, sur le Moyen-Orient, sur Taïwan et la Géorgie. Personne n'a envie de voir un drame en Géorgie. Et les Russes sont à côté. Hein. Donc, en fait, la pression internationale sera plutôt de calmer le jeu. Hein. Calmer le jeu. Un mot encore, Nona Moulaïchvili, je vous fais intervenir. Il y a cette guerre en Ukraine, il y a un certain nombre de Géorgiens. Il me semble que votre frère est impliqué. Il combat auprès des Ukrainiens. Oui. Les Géorgiens, qui ont très bien compris ce qui s'est passé en 2014, ils sont partis là-bas pour aider les Ukrainiens. C'est là que la Russie, elle doit finir. C'est là que notre combat, elle s'évolue. C'est pas, en fait, il faut que la Russie, elle perde en Ukraine. Et c'est pour ça, les Géorgiens qui sont en Ukraine, ils sont là depuis 2014 et ils continuent à aider l'Ukraine pour que la Russie, elle arrête là, elle soit punie comme le nazisme, le fascisme étaient punis. Il y a une légion géorgienne. Oui, il y a une légion géorgienne en tout. Il y a à peu près 3000 Géorgiens qui ont combattu dans les rangs de l'armée ukrainienne. 60-65 d'entre eux ont trouvé la mort. Et la population géorgienne soutient en immense majorité le combat de l'Ukraine, contrairement à ce gouvernement. Juste 2 mots par rapport aux négociations et l'Union européenne. Évidemment, personne ne parle des sanctions contre le pays ou contre la population. C'est-à-dire fermer tout de suite le régime des visas, réintroduire les visas pour les Géorgiens. Évidemment, ça punirait toute la population, non pas les responsables du régime. On parle des sanctions ciblées, personnelles, individuelles. Et une deuxième chose, abandonner aujourd'hui d'entrer dans une négociation avec le régime qui peut faire certaines concessions, alléger un petit peu la loi. Ce régime a perdu toute crédibilité. Ce régime est en négociation avec l'Union européenne depuis des années. L'année dernière, ils ont promis à Bruxelles qu'ils ne réintroduiraient pas cette loi. Ils l'ont réintroduite. Il y a 4 ans, devant Charles Michel, qui doit négocier avec eux alors? L'opposition, la pression des jeunes? Non, ils doivent parler, ils doivent avoir un langage de fermeté vis-à-vis du gouvernement en disant que voilà, un certain nombre d'entre vous peuvent se retrouver sanctionnés. Les Européens. Les Européens doivent dire ça au gouvernement et en même temps continuer un dialogue avec cette population qui est dans les rues aujourd'hui. La pire chose, ça serait de les abandonner aujourd'hui parce que ça serait une telle déception que là, du coup, ça va, à mon avis, tous ces gens qui attendent les gestes clairs de la part de l'Europe, encore une fois, ce que disait Nona, ils n'attendent pas les troupes. Des troupes, on n'est pas suffisamment naïf, on n'est pas assez naïf encore en Géorgie au bout de 30 ans d'attendre les troupes. Mais des sanctions européennes. Financières d'oligarques, par exemple. Par exemple, et aussi par rapport au retrait de cette loi. On ne demande pas autre chose. Retirer cette loi et organiser les élections de façon libre, compétitive et démocratique. Alors justement, Charles Jurjevic, pour terminer, il y a des élections qui vont avoir lieu en Géorgie en octobre. Là, donc ce sont des élections. C'est un test, là aussi, pour le parti au pouvoir. Il peut perdre ces élections ? Il pourrait perdre le pouvoir. Ceci étant dit, avec cette loi, il se donne les moyens de faire pression sur l'opposition, sur la société civile. Il se donne les moyens de mieux contrôler le pays. Il se donne les moyens de verrouiller. À l'inverse, est-ce qu'il ne peut pas susciter une mobilisation contre cette loi pendant les élections ? Je pense que le pouvoir géorgien actuellement table sur l'usure des manifestants, sur la fatigue du pays, sur le désespoir face à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Il faut être lucide. Les Ukrainiens payent un prix tellement élevé que chaque Géorgien, je crois, a le cœur qui saigne. Donc ça le cœur qui saigne et dans le même temps se pose des questions, est effrayé par la Russie. Oui. Et le rêve géorgien table sur cette peur, table sur ce qui se passe aujourd'hui du côté de Kharkiv et ailleurs. De Kharkiv. On va écouter justement une membre de l'opposition, une députée de l'opposition. C'était aujourd'hui.
Fondamentalement, le combat qui se déroule au cœur de Tbilissi n'est pas seulement contre la loi russe, mais contre une tentative de l'oligarque russe Bidzina Ivanishvili de s'emparer de tout le pays et de le ramener sous l'influence de la Russie. Il a annoncé que les États-Unis et l'Union européenne, les plus grands défenseurs de la souveraineté géorgienne, sont en fait les ennemis de ce pays, ce qui va à l'encontre de la volonté de l'écrasante majorité du peuple géorgien. C'est pourquoi nous ne nous rendrons pas, nous n'abandonnerons pas. Nous nous battrons aussi longtemps qu'il le faudra. En fait, c'est Ivanishvili qui devra partir, mais pas notre indépendance et notre liberté. Charles Jurevich, elle est combative, pour le coup. Oui, mais je crois que beaucoup sont combatifs, mais la situation est complexe. Régis, un mot justement sur ces futures élections, les élections législatives qui doivent avoir lieu à l'automne. Est-ce que ça pourrait inverser la tendance ? Elles sont encore assez loin, d'autant que le gouvernement contrôle vraiment l'appareil bureaucratique électoral, et donc ça rend les choses assez incertaines. J'ai le sentiment que l'avenir du pays se joue d'abord maintenant. Mais effectivement, ce dernier mois a fait changer la donne, et on a l'impression au jour que malgré le contrôle de l'administration électorale par le gouvernement, qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup de jeunes seraient sans doute tentés de voter pour l'opposition et donc de mettre à mal le parti au pouvoir. Ce qui caractérise ce mouvement, et notamment pour la jeunesse, il n'y a pas que des jeunes dans la rue. Il y a beaucoup de jeunes, mais il y a aussi des gens de tout âge que je rencontre tous les jours. Mais pour ce qui concerne la jeunesse, c'est une jeunesse qui se veut très politisée, souvent, mais apolitique. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas choisir entre tel ou tel parti. Et c'est vrai que c'est sans doute aussi une réflexion qu'ils vont avoir à mener dans les temps qui viennent, parce que renverser le pouvoir, c'est bien beau, mais encore faudrait-il pouvoir ensuite le remplacer. Et c'est des questions qui sont en train de se poser d'ailleurs entre eux, apparemment, dans des chats, dans des discussions qu'ils peuvent avoir sur la suite du mouvement, et aussi de peut-être à un moment donné pouvoir se donner des faces, c'est-à-dire des figures, des leaders en quelque sorte, qui pourraient commencer aussi à donner une orientation à tout ce mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment en train peut-être de s'inventer, et on en est vraiment aux prémices seulement. Oui, Régis, vous rejoignez l'avenir possible. Vous rejoignez la question d'un internaute sur Twitter, en tout cas, qui demande pourquoi ne pas aller vers une troisième voie ? Il n'y a pas de troisième voie aujourd'hui dans cette région. Il y a la voie de la Russie et la voie de l'Union européenne. C'est à moi que vous posez la question. Oui, je vous posais la question parce que c'est une question d'un internaute. Moi, je pense que c'est assez naïf. Les Géorgiens ont essayé pendant des années cette troisième voie. Tout simplement, les Ukrainiens aussi. Il n'y a pas de troisième voie, malheureusement, parce que tout le monde aurait préféré la paix. Personne n'est là pour la guerre dans cette région. Et on a une Russie révisionniste, conquérante, qui ne laisse pas le choix au pays de son pourtour d'évoluer de façon souveraine et démocratique. Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci Tornike Gordadze, Jean de Glignasti. Merci beaucoup à vous, Charles Jurevich. Merci Régis Janté qui était à Tbilissi. Merci aussi à vous, Nona Mamoulashvili. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez cette émission sur les réseaux sociaux et en podcast. À demain.